Alors, je suis très très heureuse d'être ici cet après-midi pour parler avec vous des systèmes photovoltaïques. Je remercie très chaleureusement Daniel. C'est vraiment une grande opportunité. On se connaît depuis que j'ai commencé au GIPS, enfin LGEP à l'époque. Et ce qui est formidable avec Daniel, c'est son enthousiasme. Il s'émerveille de tout. Alors, c'est juste très agréable parce qu'on lui parle de n'importe quelle envie de concept, chose qu'on a envie de développer. Ah oui, c'est super. Et comme il l'a dit tout à l'heure, Daniel a suivi un petit peu des étudiants que j'avais en thèse lors de leur soutenance. Et toujours des remarques constructives, critiques, pertinentes, avec bienveillance. Pardon. Donc voilà, c'est un double plaisir pour moi d'être ici. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Anne Migan, professeure à l'université Paris-Saclay, à l'IUT Mesures physiques de Orsay. Et je fais ma recherche au laboratoire GIPS, Ingénie électrique et électronique de Paris. Donc le laboratoire GIPS, avant, il s'appelait LGEP, Laboratoire de génie électrique de Paris. Et puis on a fusionné avec une équipe de Centrale Supélec. Enfin, du coup, en 2015, on est devenu le GIPS. C'est un assez beau laboratoire. Nous sommes 250 collaborateurs, dont 80 à peu près non permanents. On est divisé en 3 pôles au niveau du GIPS. Donc voilà, moi je suis le pôle matériaux. Et je travaille beaucoup en collaboration avec mes collègues du pôle énergie, qui, eux, regardent tous les aspects conversion, composants, et moi, je suis plus sur l'aspect quand même panneaux solaires, photovoltaïque, le matériau et comment on l'améliore. On a toujours nos GIPS cette triple approche de théorie, modélisation et caractérisation. La caractérisation pour aider la modélisation, valider les modèles, et dans l'autre sens aussi, on modélise ce qu'on caractérise pour comprendre les phénomènes physiques. C'est toujours très intéressant de coupler les différentes approches. Alors, j'avais envie de commencer par vous présenter un petit peu les plateformes de recherche qu'on a disponibles au laboratoire GIPS. L'idée un petit peu de ma présentation aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous montrer tous les éléments qui sont à partir de la cellule pour arriver jusqu'au courant qui est ondulé, qui est de courant alternatif qu'on a sur les prises chez nous. J'ai fait dans l'autre sens en fait, j'ai fait comme Daniel, je suis partie des systèmes et puis après on verra le petit élément et puis le plus gros élément. Donc j'espère que vous arriverez quand même à raccrocher les bouts. Et puis la chose principale, c'est que le panneau solaire il fonctionne dehors. Donc on a beau faire des caractérisations en conditions contrôlées, normalisées, qui sont toutes les mêmes dans tous les laboratoires, c'est très bien pour comparer, mais il faut à un moment savoir ce qui se passe dehors et comprendre comment fonctionne le panneau quand il est dehors. Donc du coup, on a installé des petites plateformes de caractérisation, mais on fait vraiment des modèles de caractérisation avancés. On est sur un site instrumental de recherche par télédétection atmosphérique où il y a plus de 150 capteurs qui caractérisent le rayonnement. Donc les profils de température, profil de vent, profil de nuages, le spectre solaire, toutes les mesures qu'on peut imaginer et des mesures couplées et des capteurs qui sont calibrés tous les 2 ans à Davos. Donc on a vraiment de la chance pour ça, d'être installé au CIRTA. Donc on a la première plateforme qu'on a installée en 2017, où à l'époque c'était 5 technos, les meilleurs technos de l'époque. Donc du silicium tandem micromorphe, donc des couches minces, et puis du silicium monocristallin. Ensuite, on a mis aussi du CIGS, une structure à hétérojonction, et puis du CDTE. Bon, je ne vous présente pas les rendements, parce qu'aujourd'hui, on a fait 3 ou 4 points de plus, ce qui est normal et ce qui est très bien. Voilà, donc avec ça, avec cette plateforme, on développe des modèles et on comprend ce qui se passe. Cette petite plateforme, je vous la représenterai un petit peu plus en détail, c'est pour étudier la faible concentration sur les panneaux solaires en utilisant des miroirs. Voilà. Ici, sur le toit du laboratoire, on a aussi une plateforme avec des tout petits panneaux pour comprendre l'effet de l'éclairement, l'effet de la température. Et puis, elles sont monitorées depuis tout ce temps. Donc, on va pouvoir voir aussi l'effet du vieillissement
qui, sur les 10 premières années, on ne voit pas grand-chose. Puis après, on va commencer vraiment à voir le vieillissement. Donc ça, ce sont des panneaux sur lesquels on trace des caractéristiques courant tension. Ensuite, les panneaux, on les prend, on les met en système, on les associe. Donc on fait des connexions électriques, et puis on les envoie sur un onduleur, et on injecte le courant. Donc là, par exemple, c'est réinjecté dans les locaux de l'IUT à Cachan. Vous voyez deux technologies différentes, du cristallin et puis des couches minces, silicium. Ici, c'est aussi au niveau du gypse, c'est la faible concentration, je vous en parle aussi juste après. Et puis sur cette partie-là, donc là on est passé à l'étape démonstrateur avec un système de 16 kW crête, je vous en parlerai peut-être aussi un petit peu plus loin, avec des optimiseurs par panneau et qui alimentent un bâtiment d'innovation, un centre d'innovation à l'Institut Polytechnique parisien, IPP. Alors voilà, juste un petit exemple pour vous montrer ce que je fais. L'avantage de mettre des réflecteurs en face des miroirs. L'idée, ce qu'on a vu avec Daniel, c'est qu'on a besoin de surface, on a besoin de place pour installer des panneaux. Si on veut produire beaucoup, les grosses centrales de 3 MW, il y a besoin de place. Donc si on pouvait concentrer, recevoir plus de flux sans avoir de coûts supplémentaires, sans être obligé d'avoir un système de suivi du soleil précis, ça peut être intéressant. Donc on a simplement mis des miroirs de salle de bain en face des panneaux, avec des inclinaisons et des orientations optimisées, et on a développé un modèle. Donc là, c'est en ciel clair, donc ce n'est pas tout à fait réaliste, mais ici, vous voyez une installation classique, ce qu'elle produit sur une année, en fonction des semaines. Ici, en vert, c'est sur un suiveur solaire, un tracker 2 axes. Et puis en rose, c'est ce que notre installation produit avec les miroirs. Donc on voit qu'on produit, si on fait l'intégrale, on produit plus que le vert. Et en plus, on produit plus en mi-saison, en automne et au printemps. Et c'est là où la consommation française est la plus importante. Donc ça a plutôt des avantages. Au niveau financier, aujourd'hui, vu que le coût des panneaux a beaucoup chuté, je ne suis pas sûre qu'on ne soit pas gagnant à mettre des panneaux en interrangée ou se mettre en est-ouest. Il faudrait faire une étude économique un petit peu plus poussée. Et donc ici, on est passé à l'étape de démonstrateur avec une installation de 1,5 kW crête et puis des réflecteurs beaucoup plus grands. Et là, donc, vous avez la production, le gain, pardon, j'ai oublié de mettre la formule. Le gain, donc c'est ce que je produis en plus grâce au miroir par rapport à ce que je produirais, qui a été modélisé s'il n'y avait pas les miroirs. Donc c'est saisonnier, normal, en hiver, quand le soleil est très bas, le rayonnement ne va pas se taper sur les panneaux. Il faut que le soleil soit assez haut pour pouvoir aller ensuite être réfléchi sur les panneaux. Donc voilà, et puis troisième étape, parce qu'on y croit très fortement, on a installé un système beaucoup plus grand. Donc ici, vous avez des panneaux et des réflecteurs qui sont là. Et voilà, c'est tout récent, on l'a mis en service à la fin de l'année dernière. Et donc on voit sur une journée, en bleu et en peut-être orange, c'est la production des panneaux qui sont ici, les 41 et 42, donc ils n'ont pas de réflecteurs, les réflecteurs ils sont là. Et puis les autres, ce sont la production des autres panneaux. Donc on voit qu'ils produisent plus quand il y a du soleil. Ils commencent à produire comme les autres, et puis à un moment, ils montent, et puis ils redescendent aussi un petit peu plus vite. Le problème, enfin je ne sais pas si c'est un problème, mais dans les grandes centrales, les panneaux sont éclairés uniformément. Les panneaux, ils sont conçus pour recevoir un éclairage uniforme. Et quand on est sur des systèmes comme ça, l'éclairage, il n'est pas uniforme. Il y a des zones suréclairées, il y a des zones qui ne sont pas suréclairées. Et ça, dans le fonctionnement du panneau, ils n'aiment pas trop ça. Et on va voir ça un petit peu après, je vous expliquerai pourquoi. Donc le plan de ma présentation, parce que là je vous ai parlé que de mon travail, maintenant je vais parler du travail d'autres qu'on peut trouver dans la littérature. Donc on va voir quelques exemples, ça va être un peu redondant avec ce que Daniel a dit, j'espère qu'on va être quand même complémentaires.
Ensuite, on verra ensemble comment on interconnecte les modules. Est-ce que je les associe tous en série, tous en parallèle, enfin les différentes interconnexions qui existent. Quels sont les éléments de base d'un système photovoltaïque. Et puis on terminera par une partie sur les défaillances, parce qu'un système en environnement extérieur, ça va forcément subir des climats, enfin des temps, de la météo pas très agréable. Et comment je peux repérer s'il y a un élément de mon système qui est défaillant. Alors, par rapport au transparent de Daniel, moi j'ai mis les références un petit peu en plus petit. Donc là, elles sont là. À chaque fois, je mets le DOI, mais c'est peut-être moins visible. Mais tout ce que je vais vous présenter par la suite, ce sont des systèmes qui sont menés, enfin des démonstrateurs, des prototypes, qui sont menés en collaboration entre des labos de recherche académiques et industriels. Et donc là, pour resituer un petit peu tout ce que Daniel vient de présenter, en fait, il y a l'Agence internationale de l'énergie qui a un peu dessiné un roadmap sur comment on peut intégrer le photovoltaïque sans faire de concurrence à l'emprise au sol. Par exemple, à l'agriculture. On a besoin de terre pour pouvoir cultiver, il ne faudrait pas mettre des panneaux solaires partout. Et donc, voilà les grandes lignes directrices des prochaines années. Donc le véhicule, le BIPV, le milieu urbain, le floating PV, le RIPV et l'agri-PV. Et ici, juste pour illustrer, c'est la capacité en Allemagne. Alors ce n'est pas la capacité installée, c'est le potentiel. C'est la capacité disponible. Si on avait le moyen, si on couvrait tous les champs agricoles, on pourrait installer 1700 gigawatts d'agrivoltaïsme. Si on couvrait toutes les routes, toutes les autoroutes, on aurait 58, etc. Alors, je ne vais pas tous les parcourir, je vais aller quand même assez vite sur certains. Donc ici, au niveau alors UPV, photovoltaïque urbain, l'idée c'est d'avoir des protections contre la chaleur excessive, avec des îlots qui font de l'ombre sous lesquels on peut garer les voitures, les car-parcs, et qui en même temps puissent produire de l'électricité, que ce ne soit pas de l'espace perdu ici. Mise à disposition d'ombrage, de lumière et de bornes de recharge. Si j'ai besoin de charger ma voiture, l'électricité elle est produite juste au-dessus et je recharge directement. De la production à la consommation. Il n'y a pas de perte dans le câble de transport. On n'est pas obligé de faire la conversion AC-DC, ça dépend comment est configurée la borne de recharge. La connexion au réseau, elle est facile, puisque le réseau, il est juste là. Donc si j'ai besoin de réinjecter dans le réseau, c'est facile. Par contre, il faut un visuel esthétique et il faut un concept global. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision urbaine, faire un design, une architecture, et dessus, on peut après installer des panneaux qui vont être un petit peu plus originaux. Donc il y a certaines contraintes sur l'urban photovoltaïque. Ensuite, sur la route, le photovoltaïque sur la route. Donc voilà, Daniel en a un petit peu parlé. Donc pour Wattway, moi j'ai pris deux autres exemples par rapport à Daniel. Donc ici, c'est quatre petits modules qui servent à un port de recharge de véhicules électriques. Donc du coup, c'est gratuit. Et puis ici, c'est une surface 168 m² pour des bornes de recharge de véhicules électriques et pour mettre en lumière aussi l'église qui est juste à côté. Bon, et puis voilà un autre exemple qui est ici. Donc en fait, la structure d'un panneau solaire pour la route, c'est la même qu'un panneau solaire normal, sauf que dessus, il y a un verre, une résine, enfin un verre très très solide, et qui fait que la transparence est quand même moins bonne. Donc le rendement au final, il est beaucoup moins bon. Donc moi je trouve que l'idée des Allemands de mettre plutôt les panneaux au-dessus des voitures, c'est plutôt pas mal. Ça fait de l'ombre, moins de chaleur et ça produit plus. Après au niveau coût, je ne saurais pas dire. Alors ensuite, au niveau de l'agrivoltaïsme, donc ça c'est un sujet vraiment qui est en plein développement. Il y a beaucoup d'activités de recherche sur ce thème-là. L'idée c'est vraiment de partager l'espace
et de faire profiter les plantes de ce que peuvent apporter les panneaux. Donc principalement de l'ombre, mais on pourrait même imaginer plus, d'avoir des panneaux qui sont sélectifs en longueur d'onde, qui vont laisser passer uniquement les longueurs d'onde utiles à la photosynthèse et absorber le reste pour leur utilité. Donc il y a deux types d'agrivoltaïsme, il y a le fixe et le tracker, sursuiveur, le dynamique. Au niveau du fixe, il y a trois différents types. Donc très hauts, verticaux, et puis plutôt bas. Et il faut à chaque fois regarder l'espace pour que la configuration du champ PV corresponde aux besoins en lumière, en humidité de la plante. Le souci premier, c'est la plante. Ce n'est pas le photovoltaïque. Donc les objectifs, c'est de limiter les conflits d'utilisation des sols, l'agriculture en premier. Il y a énormément de capteurs. Les sites que je vais vous présenter, ils sont instrumentés dans le sol avec des mesures de part au niveau de la production électrique. Il y a vraiment beaucoup de capteurs. Et l'idée, c'est d'augmenter les rendements agricoles en optimisant les ombrages. On peut aussi faire une gestion de l'irrigation. Il y a moins d'évaporation, donc on peut récupérer l'eau de pluie des panneaux. J'ai mis un petit exemple. Les enjeux sont techniques, agronomiques, environnementaux, économiques, sociaux. Donc il y a beaucoup à étudier. Alors, deux exemples pour des systèmes photovoltaïques qui sont en hauteur, donc plus de 5 mètres, environ 5 mètres, sur des piliers qui font à peu près 5 mètres. L'idée, c'est d'avoir suffisamment de lumière qui passe entre les panneaux pour les besoins de la plante et d'avoir un degré de couverture à peu près réduit d'un tiers. Par rapport à une centrale toute seule, on espace les panneaux et la couverture est réduite à peu près d'un tiers. Le premier système, le premier proto, a été installé au Japon en 1981. Donc ici, en chiffres, c'est une installation en Allemagne de 0,3 hectares, 9,50 mètres entre les rangées, il manque un mètre, 3,4 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur. Donc ici, entre les rangées, la largeur des rangées, et ici, la hauteur. Et en 2018, il y a eu plus 12% de production de céleri, plus 3% pour le blé et moins 8% pour le trèfle, par rapport à une parcelle témoin qui est juste à côté. Donc 2018 est une année qui a été choisie de façon un peu particulière parce qu'il y a eu beaucoup de soleil. Donc même si c'est une année qui a beaucoup produit, donc aussi bien au niveau de la plante que du photovoltaïque. Deuxième exemple aux Pays-Bas, c'est pour des plantations de framboises. Cette fois, il y a 2,7 MW de panneaux qui sont installés. Les framboises n'aiment pas la lumière directe, donc elles sont mises exactement sous les panneaux pour être vraiment à l'ombre. Et donc, les températures relevées, c'était 5 degrés en moins quand il fait chaud, par rapport à une installation classique sous bâche, 2 degrés en moins par rapport à la température environnante de la zone. Donc c'est l'objectif qui est de réduire la chaleur pour la plante est bien atteint. Et les rendements qui ont été obtenus, c'est les mêmes que sous une bâche. Bon, pour les autres, je vais peut-être aller un peu plus vite. Donc là, on est sur un système au sol, vraiment très très bas, qui est posé. L'idée, c'est d'avoir des faibles coûts, parce que quand on doit monter en hauteur 5 mètres, il faut aussi l'empiètement, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais au sol pour que ça tienne. Donc c'est assez lourd au niveau coût. Et en plus, il y a un microclimat qui se met sous les modules, ici. Donc il faut qu'on soit dans un climat plutôt aride et chaud, et il faut que ce soit des plantes qui soient bien à l'ombre, qui vivent bien à l'ombre. Donc voilà, ici un exemple en Malaisie avec du thé, de l'aloe vera, des épinards. Une température, donc autre avantage, c'est que l'échange entre la plante et le panneau va faire que le panneau va fonctionner en température plus faible. Et les panneaux n'aiment pas travailler à haute température, ils perdent en moyenne 0,05% de rendement par degré supérieur à 25.
Donc ça, le fait de diminuer la température de fonctionnement des panneaux, ça a permis de produire 2,8% d'énergie en plus. Je crois que c'était en 2018 aussi, comparé à une installation où on n'aurait pas eu ces plantations dessous. Et puis là, on voit aussi la gestion de l'eau pour l'irrigation. Pour le nettoyage des panneaux aussi, on récupère toute l'eau qui ensuite est stockée. Et ici, voilà une autre installation plus ancienne en Inde pour la pastèque, le curcuma, le gingembre et le piment. Il y a 7 hectares et ça produit 5 gigawattheures en moyenne par an depuis 2012. Donc il faudrait, quand on voit ces productions électriques, il ne faudrait pas que le photovoltaïque prenne le dessus sur l'agriculture qui est dessous, parce que ça peut être très alléchant de mettre que des panneaux et non plus de culture. Dernière configuration fixe, c'est les panneaux verticaux. Donc du coup, verticaux, on n'est plus face au sud, on est est-ouest. Un côté face à l'est, l'autre face à l'ouest, et le rayonnement solaire, on l'a à plein pot le matin, plein pot le soir, et à peu près tout le temps aux autres moments. On collecte par les deux côtés du panneau. Donc les avantages, c'est qu'il y a faible coût de structure. Par contre, on ne peut pas faire de gestion de la lumière. Je ne peux pas organiser les panneaux pour que ma plante elle ait comme il faut la lumière dont elle a besoin. Avantage, ça réduit la vitesse du vent. Et le coût des panneaux est un petit peu plus cher. Les panneaux bifaciaux, c'est à peu près 600 € le kilowatt crête. Et pour un panneau non bifacial, c'est plutôt 500 € le kilowatt crête. Donc voilà, 2 petits exemples. Ici, c'est en France. 240 watts crête pour cette petite installation, avec 2 technologies qui sont testées. Et puis ici, c'est la plus grande installation européenne qui est en Allemagne pour le foin. Ensuite, deux petits transparents pour vous montrer l'agriculture, l'agrivoltaïsme dynamique. Donc, comme disait Daniel, on est sur des suiveurs solaires. Mais là, l'idée n'est pas de suivre la course du soleil, mais de favoriser la pousse de la plante. Si la plante a besoin de soleil, on va mettre les panneaux plutôt verticaux pour laisser passer le soleil. Et si jamais il y a un épisode de gel ou de grêle, on va les mettre à l'horizontale pour protéger la plante. Donc, il y a des systèmes avec un suiveur un axe, donc les 2 qui sont présentés ici. On suit soit le soleil en élévation ou soit en azimut. Tout dépend du tracker qu'on a choisi. Bonne gestion de l'éclairement des plantes, on peut se protéger contre la grêle. Voilà, tout ça, je l'ai déjà dit. Donc, sur cette exploitation dans l'Hérault, alors il y a de nombreuses exploitations agrivoltaïques sur le vin. Parce que comme il fait de plus en plus chaud, il y a plus de soleil et le vin, du coup, est trop alcoolisé. Et il y a de très bonnes collaborations du côté de Montpellier entre les agriculteurs et les installateurs de panneaux. Ça marche très, très bien. Donc cet exemple, il y a 1000 m² de vignes, 600 m² qui sont sous les panneaux solaires. Il y a 84 kW crête de panneaux bifaciaux, même s'ils ne sont pas verticaux, ça marche aussi quand même. La lumière diffuse arrive par-dessous l'installation. Le mouvement des trackers est fixé par un algorithme d'intelligence artificielle qui favorise la croissance de la plante. Donc il y a des capteurs dans le sol, il y a des capteurs un petit peu partout, et en fonction de relevé des capteurs, il envoie la consigne au tracker pour s'incliner plus ou moins. Et donc on a observé une diminution de 5 degrés de la température sous les panneaux en été, une augmentation de 2 degrés au printemps ou quand on commence à avoir 0 degré vers le gel, et une consommation de 34% d'eau d'irrigation en moins par rapport au système sans les panneaux solaires. Et le vin était meilleur. Donc c'est quand même... Ici, c'est en Allemagne et c'est pour du blé, des pommes de terre et du trèfle. Donc pareil, ce sont des chiffres pour l'année 2018, c'est ce qu'on trouve un petit peu partout puisque l'année était formidable. Et donc une installation qui a produit 246 MWh en 2018. C'est 83% de ce qu'elle aurait produit si elle avait suivi le soleil correctement.
Et puis, derniers exemples, les suiveurs 2 axes. Donc, cette fois, on suit en élévation et en azimut. Donc, le tracker peut prendre toutes les positions voulues. Là, c'est la méthode qui permet de maximiser le rendement énergétique total de la plante et de la production électrique. Et l'idée, quand même, c'est d'avoir plutôt des petits trackers. Les grands, comme ça fait des grandes zones d'ombre. Donc, c'est moins facile d'accéder aux besoins de la plante. Si on a des petites zones d'ombre comme ça fonctionne mieux. Donc là, voilà, quelques exemples. Ils font 5 mètres de haut. Et, alors, ah oui, c'est au Renardière, le centre de recherche de EDF, qui est pas loin d'ici. Donc il vient d'être installé. On n'a pas encore le retour d'expérience, mais ça viendra. Et ici, donc c'est en Italie pour du maïs, pour faire du biogaz. Donc eux, ils ont fait une étude sur la densité des panneaux. Donc si la densité double, l'ombre projetée, c'est 29%. Et si on a une densité simple, c'est 13%. Et puis on va gagner plus si on a des trackers en dynamique que si on a une installation fixe. Alors ensuite, on va regarder rapidement le PV flottant, qui est un autre type d'utilisation de l'espace qui n'entre pas en conflit avec l'agriculture ou avec nos besoins. Donc ici, vous avez la capacité installée par année en bleu et cumulée en orange. Je pense que c'est dans le monde. Je ne suis plus sûre. Mais voilà, donc il y a une croissance exponentielle depuis quelques années. Vraiment, c'est un intérêt bien particulier. Donc c'est des grandes surfaces qui sont inutilisées, bien souvent sur l'eau. Donc il y a une meilleure efficacité du module grâce à l'effet de refroidissement. Le taux d'évaporation de l'eau en dessous est plus faible. L'irradiation solaire va être plus faible, qui réduit la protection des algues et réduit l'écosystème. Donc a priori, tout le monde est gagnant sur ce genre d'installation. Donc là, je vous présente 2 études. Cette étude qui compare le comportement de plusieurs installations flottantes aux Pays-Bas et d'une installation flottante à Singapour, où il y a plusieurs technologies. C'est un petit peu comme si on avait plusieurs installations. Donc on a des systèmes de montage qui sont différents. D'après l'étude, là, c'est ce système-là qui aurait le meilleur rendement. Voilà. Donc pour les Pays-Bas, par contre. Donc la température moyenne de fonctionnement a diminué de 3,2 degrés aux Pays-Bas pour ce système-là et de 4,5 degrés à Singapour pour l'ensemble des technos en moyenne. Et ça fait en fait un gain énergétique de 3% pour les Pays-Bas et de 6% pour Singapour. Ici, il y a une deuxième étude qui est assez rigolote. Il y a un panneau témoin et puis un panneau qui est dans l'eau, mais vraiment dans l'eau. Ce qui est étudié, c'est donc en bleu, ici, c'est le panneau témoin. Le panneau qui est 5% plongé dans l'eau, 10% et 20%. Et ici, sur le radar, vous avez la température de fonctionnement du panneau en fonction de l'éclairement qui était reçu au moment de la mesure. Donc en bleu, c'est pour le système qui est plongé à 5%, en rouge à 10% et en vert à 20%. Donc ce n'est pas la température, mais c'est la différence de température. Okay, c'est la différence de température par rapport au système normal. Donc on voit que le panneau vert, c'est le plus refroidi. Et le panneau bleu, c'est celui qui est le moins refroidi. Donc celui qui a le plus en contact dans l'eau profite de la température froide de l'eau. Et par contre, si on regarde la production, le panneau standard en moyenne sur une journée, il produit 38 watts. Enfin, il produit 38 watts. S'il a 5% dans l'eau, il est autour de 41. 10% dans l'eau, c'est 44. Et puis on rechute quand on est à 20% dans l'eau, alors qu'on vient de dire que la température a un effet bénéfique. On peut se demander pourquoi, c'est un petit peu embêtant.
Et en fait, c'est à cause de l'éclairement qui devient non uniforme et qui, du coup, pénalise le fonctionnement du panneau. Ce qui arrive sur les 20% qui sont dans l'eau, l'éclairement qui arrive, va faire que ça va limiter la production et le courant qui va être débité par l'ensemble du panneau. Alors on passe ensuite au bâtiment, donc au PV intégré au bâtiment. Donc l'idée, c'est de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments en faisant des bâtiments qui sont autoconsommateurs et qui produisent, qui sont à énergie positive. L'énergie qu'on va obtenir, on peut l'obtenir à faible coût, je dis bien on peut. L'installation supplémentaire, si c'est un bâtiment qui est en cours de construction ou en cours de rénovation, ça ne sera pas un coût énorme en plus. Les problèmes, c'est qu'il n'y a pas de standardisation possible. Ça ne peut pas être des produits, ça peut pas. C'est bien souvent des produits qui ne sont pas faciles, pas sortis d'usine classique, qu'on peut installer en centrale centralisée. Donc, ce qui fait que... et puis le design et l'esthétique est important. Donc, en fonction de ce qu'on veut, d'individualisation du panneau, si on veut un panneau classique, on aura des coûts qui seront très très faibles. Et si on veut un panneau qui joue sur les couleurs, sur la forme, vraiment sur l'esthétique, on va avoir des panneaux qui vont devenir vraiment très très chers. Après, c'est l'architecte qui décide ce qu'il souhaite faire. Alors, au niveau du BIPV, il y a deux types d'études qu'on trouve dans la littérature. Il y a les personnes qui s'intéressent à ce que reçoit le bâtiment sur lequel on va installer les panneaux, pour comprendre, pour savoir ce qu'on va pouvoir produire, l'électricité qu'on va pouvoir produire. Et donc, c'est ce qu'on appelle les cadastres solaires en milieu urbain. Parce que le défi, vraiment, c'est le milieu urbain. C'est là où il y a beaucoup de bâtiments, où il y a beaucoup de possibilités de produire, mais il y a aussi beaucoup d'ombres, de rayonnements qui vont être réfléchis par les vitres du bâtiment d'en face. Enfin, plein de choses que le panneau solaire n'aime pas forcément et ce n'est pas forcément géré. Donc ici, vous avez un exemple de cadastre solaire qui a été fait sur Genève. Donc, ce qui est assez classique, qu'on trouve un petit peu partout, c'est le potentiel des toitures. Donc là, vous avez un niveau de couleur en fonction de ce qui peut être reçu, c'est en éclairement. Et puis aussi, il y a une étude récente, c'est 2022, sur le potentiel des façades de tous les bâtiments. Donc on voit que celles qui sont orientées nord, a priori, sud, ici, elles ont un meilleur potentiel que celles qui sont orientées plutôt à l'est. Donc sur Genève, ils ont fait l'observation que 75% des bâtiments sont partiellement ombragés, mais sur les bâtiments ombragés, ils sont faiblement ombragés. C'est-à-dire que 75% des bâtiments ombragés ont moins de 30% d'ombre. Donc par exemple, il suffit de ne pas commencer au rez-de-chaussée ou au deuxième étage, et on met les panneaux à partir du troisième étage jusqu'à la suite. La deuxième étude ici qui a été faite, c'est pareil, c'est un cadastre solaire, donc c'est de la modélisation, on récupère des bases de données, on fait du traitement d'image, on récupère le cadastre et on fait vraiment du traitement d'image. Mais derrière, ils ont réussi à faire une comparaison avec l'expérimentation. Donc ils ont pris une toiture qui est à Paris, une autre à Washington, enfin voilà, il y en a 4, et ils ont comparé la production réelle avec l'estimation. Donc la production réelle sont les graphes en barre et l'estimation, c'est ce qui est en orange. Donc ils sont quand même plutôt très très forts. Moins de 10% d'erreurs observées par cette étape de validation. On est en toiture. Donc c'est un petit peu plus facile que si on était en façade, mais c'est quand même très bien. Et donc l'avantage de ce qu'ils proposent, c'est une diminution du temps de calcul. Ils ont mis des algorithmes beaucoup plus performants que ce qui se fait traditionnellement pour les cadastres solaires. Le deuxième point de recherche au niveau du BIPV, c'est comment je vais intégrer les panneaux au bâtiment, tout simplement. Donc ici, un exemple en Suisse pour de la rénovation. Donc c'est le même bâtiment, avant et après rénovation. On voit qu'il y a des panneaux qui ont été mis partout. Ici, ce sont des panneaux semi-transparents lors de la construction d'un bâtiment neuf. Et donc, ici, vous voyez que
les cellules, elles doivent être espacées pour pouvoir laisser passer la lumière. Ça, je ne l'ai pas dit non plus pour la grille PV, mais c'est pareil. Les panneaux, ils peuvent être designés de façon à laisser passer la lumière entre les cellules. Donc au lieu de les resserrer au maximum, comme on pourrait imaginer, on va les espacer et faire que la lumière passe un petit peu plus. Là, c'est pareil. Et donc ici, il y a eu une étude qui a été faite en simulation sur, voilà, si je couvre ce bâtiment qui est là, de panneaux solaires, sachant qu'il est encadré par tous ces bâtiments-là, qu'il peut y avoir des motifs d'ombre qui sont comme ça. Qu'est-ce que je vais retrouver en termes de puissance produite ? Le problème, enfin je ne sais pas si c'est un problème, quand on s'intéresse à la thermique du bâtiment ou au rayonnement au niveau de l'urbain, on a des mailles qui sont aussi bien temporelles et spatiales qui ne correspondent pas aux besoins du PV. On a des mailles de 1,50 m à 2 m. Donc on dépasse la taille d'un panneau. Donc l'ombre, on ne va pas pouvoir bien la prendre en compte en simulation. Et le microclimat qui est au niveau température, etc., le pas de temps de l'heure suffit. Alors que nous, le panneau solaire, en quelques millisecondes, il réagit. Donc un pas de temps horaire, ça ne donne pas suffisamment de précision. Donc on a quand même quelques ordres de grandeur, des idées. Ça, c'est pour un panneau qui est, je ne vois plus très bien, mais voilà, haut dans les étages. Donc il produit plutôt bien tout le temps, alors que si on est sur le premier ou le 5e étage, ben, le matin, quand le soleil est bas, ou le soir, quand le soleil est bas, il est à l'ombre et puis on ne produit plus. Oui. Là, on a un bel exemple aussi d'un cas où on peut mettre des miroirs sur les bâtiments qui font de l'ombre pour éclairer le bâtiment rouge. Ça peut s'étudier, ça peut s'étudier. Après, le soleil est là, voilà, il faut bien orienter tout ça, mais oui. Nous, on pensait plus à des grandes toitures d'usines où on aurait un pan de panneaux et un pan de miroirs. Mais c'est vrai que ça peut aussi fonctionner ici. Ça peut être gênant les réflexions, parce que les toitures solaires, c'est pas pour les avions, mais ça fait une sacrée réflexion. Donc les habitants qui se prennent en permanence des trucs dans les yeux, ils disent le panneau il marche mieux, mais moi il marche moins bien. Donc il y a tout un travail sur l'acceptation, l'intégration. C'est un problème intéressant. Ouais. J'ai jusqu'à quelle heure Jusqu'à 4 heures à peu près. Alors je vais me dépêcher. Donc voilà un petit peu pour tous ces différents systèmes. Pour les applications qu'on vient de voir, on va travailler sur la techno des panneaux, mais on va aussi travailler sur comment on va les connecter ensemble et qu'est-ce qu'on met derrière pour mieux produire. Donc c'est pour ça qu'on passe aux interconnexions. Alors il y a 6 types d'interconnexions classiques. Alors, je ne vais peut-être pas prendre le temps de tous les détailler, mais ce qu'on trouve le plus souvent, alors ça c'est la représentation d'un panneau, c'est on les associe tous en série. Tous les panneaux sont montés en série, ce qui veut dire que toutes les tensions des panneaux vont s'additionner. Donc si mon panneau, à son point de fonctionnement maximum, il est 30 volts et que j'en associe 10, mon système il fera 300 volts. Et par contre, le courant qui circule, c'est tout le temps le même. Ce qui veut dire que si j'ai un panneau qui a l'ombre, il va limiter le courant de tous les panneaux. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant et c'est ce que vous voyez ici. Ici, vous avez la courbe de puissance en fonction de la tension, c'est le P de V. Si tous les panneaux sont éclairés uniformément, et ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont éclairés à des positions aléatoires. Donc du coup, on perd 39% par rapport à la production normale. La configuration aussi très courante, c'est série parallèle. Donc je fais une chaîne de 10 panneaux, une deuxième, une troisième, et ces 3 chaînes, je les associe en série. Donc je vais avoir 300 volts, et ensuite, s'il y a 10 panneaux, comme mon courant il fait 10 ampères, je vais avoir aussi 100 ampères, 3 ampères, parce que j'ai 3 chaînes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Donc voilà, ça c'est une configuration. Et si on fait des ombrages, du coup, voilà, on perd un petit peu moins. On perd que 21%. Le problème, c'est qu'on a du coup des courants qui sont... Non, mais je vous dis des bêtises. Ces séries parallèles, c'est ce qui est là. Série parallèle, 4 chaînes en série avec des parallèles. Et donc on perd un petit peu plus.
Okay. Ne pas oublier, je le dis parce que j'en parlerai pas après, mais quand on met des panneaux solaires comme ça en série et ensuite en parallèle, il faut mettre ici des diodes anti-retour pour pas qu'il y ait de retour de courant, un courant qui est généré par une chaîne de panneaux qui reviennent et qui soit consommé par les autres. Donc ça, c'est important dans la conception et parfois on oublie pour gagner un petit peu d'argent. Donc ensuite, si on regarde juste une association parallèle, donc je mets tous les plus du panneau connectés ensemble et tous les moins. Donc du coup, s'il y a 10 panneaux, ça me fait 30 volts en sortie, et puis 10 fois 10 ampères, ça fait 100 ampères. Et là, on perd quasiment rien en mettant des ombrages. Le problème, c'est que travailler avec des très forts courants, ce n'est pas toujours facile, ça fait beaucoup de pertes, donc c'est une configuration qui est assez compliquée à gérer de point de vue électrique. Et puis après, voilà, il y a des systèmes qui sont totalement croisés, où tous les panneaux sont interconnectés entre eux, un petit peu moins, c'est-à-dire en pont, et puis en nid d'abeille. Donc voilà, en pont, il y en a 2, puis 2, puis 2, et en nid d'abeille, c'est 1 sur 2. Les performances voilà, sont un petit peu similaires, mais dans tous les cas, si je connais l'irradiation l'éclairement qui va arriver sur mon bâtiment, je peux tout de suite choisir la configuration qui fera le moins de pertes possible. Ça, on fait des simulations et on le trouve assez facilement. Aujourd'hui, on travaille sur des architectures qui vont être reconfigurables. C'est-à-dire que cette architecture série parallèle ou tout série, on va pouvoir faire des commutateurs qui vont être pilotés par un programme de contrôle. Donc ça paraît un petit peu compliqué, mais pour que automatiquement l'architecture, la configuration la plus adaptée à la situation d'ensoleillement, elle produise le plus possible. Donc là, c'est des petits exemples. Alors ce qui est difficile, c'est de trouver le bon algorithme d'optimisation. Donc les recherches actuellement, elles testent différents types d'algorithmes. Donc là, c'est croisé, classique, et puis des algorithmes en machine learning et en intelligence artificielle pour algorithme génétique, le dernier, voilà, pour trouver la meilleure façon de piloter après les relais. Donc ce qui est embêtant, c'est qu'il faut une image de l'éclairement en temps réel aussi. Donc je ne peux pas avoir un capteur qui mesure toute mon installation. Donc généralement, on mesure le courant de court-circuit de chacun des panneaux. Mais du coup, ça prend du temps et ça fait une reconnexion qui n'est pas forcément très, très évidente. Donc ensuite, si on regarde les éléments d'un système, le premier élément, c'est la diode bypass. Élément fondamental dans le panneau, parce que s'il y a un problème d'éclairement non uniforme ou d'ombrage, la cellule qui est ombragée, elle va devoir absorber tout ce qui est produit par les autres cellules, et elle ne peut pas. Elle n'est pas capable. Un panneau de 60 ou 72 cellules, s'il y en a une qui doit absorber ce que produisent les autres, elle va chauffer, se dégrader, voire même départ d'incendie. Donc c'est pour ça qu'on met des diodes de bypass qui sont dans le boîtier de jonction en face arrière des panneaux. Il y a toujours un petit boîtier qui est sous silicone, et les diodes bypass, elles sont dedans. Donc les panneaux classiques, qu'on a, je sais pas, peut-être 90% des panneaux qu'on trouve, ils sont faits comme ça. Donc toutes les cellules sont associées en série, en chaîne de série. C'est la même chose que ce qu'on vient de voir pour les panneaux. Mais on met sur 20 cellules, sur une association de 20 cellules, on met des diodes de bypass de protection. Donc là, c'est un exemple d'un panneau 60 cellules. Donc ce qui se passe, ce n'est pas très facile à expliquer. Si j'ai une cellule qui est un petit peu plus faible que les autres, donc sa caractéristique, alors je reprends mon explication. Une cellule qui est éclairée normalement, elle va avoir une caractéristique courant-tension dans la partie positive des tensions, avec à peu près 0,5 volts de tension au MPP, 0,6 volts au Vmax. Et un courant qui est proportionnel à sa taille. Si maintenant on regarde ce qui se passe dans les tensions négatives, elles se comportent comme une diode avec l'effet d'avalanche, qui se produit à peu près autour de moins 15 volts. Donc si toutes mes cellules elles sont éclairées avec 1000 watts par mètre carré, qu'il y en a une qui reçoit 200 watts par mètre carré, toutes les cellules elles vont être ici à un niveau très très haut. Et elles vont demander à celle qui n'est pas éclairée comme les autres de produire autant de courant, puisqu'elles sont toutes en série. Donc il faut que le même courant circule. Elle ne peut pas, sauf si elle passe en récepteur, si elle se met à fonctionner ici. Donc si on fait 3 ampères fois 15 volts,
ça fait une puissance qu'elle n'est pas capable d'absorber. Donc du coup, on met une diode en parallèle, en antiparallèle. Si je fais la somme des tensions de toutes les cellules de la chaîne, on va dire 0,5 fois 9, il y en a 20 fois 19, plus la tension de la cellule qui est là, qui est à moins 15, ça me donne une tension qui est négative. Donc la tension aux bornes de la diode bypass, elle passe positive, puisqu'elle est en antiparallèle, et la diode devient passante. Ce qui fait que la chaîne ici, elle est court-circuitée, plus aucun courant ne circule dans les cellules, mais tout circule dans la diode. Je n'endommage pas cette partie d'association, mais je perds les tensions qui seraient apportées par cette partie-là. Okay, donc je perds en fait un tiers de la puissance produite par le panneau. Concrètement, ici, vous avez les mesures qui correspondent à ce que je viens d'expliquer. Donc si j'ai un panneau, j'ai deux panneaux en série, s'ils sont tous les deux éclairés de la même façon, j'ai cette courbe. S'il y en a un éclairé à 1000 watts par mètre carré et l'autre éclairé à 200 watts par mètre carré, ils se comporteraient comme ça s'ils étaient tout seuls. Maintenant, si je les associe, eh bien, il faut que les courants qui circulent soient les mêmes. Donc ça va être compliqué. Donc vous avez la courbe qui est en rouge ici, en bleu, pardon, en noir. Donc le panneau qui est éclairé normalement va essayer toutes les cellules qui sont éclairées normalement vont baisser leur tension pour essayer de fournir un tout petit peu moins de courant puisqu'ils sentent que l'autre ne peut pas fournir. Donc c'est pour ça qu'on a un léger décalage. Mais la diode bypass, elle est activée. Donc il n'y a pas de contribution de la tension de toute la chaîne de cellules à l'ombre. Et puis dès que la cellule ombragée peut fournir le courant, hop, on retrouve la contribution de toutes les tensions et on retrouve le niveau normal au niveau des tensions des deux chaînes. OK ? Et donc, ici, ce qui se développe de plus en plus, c'est les modules demi-cellules. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des wafers de 6 pouces, on va avoir des wafers de 3 pouces, on les coupe en deux. Et du coup, on ne fait plus 3 chaînes de cellules, mais on en fait 6. On en a une ici, qui va être d'association de cellules en antiparallèle avec une diode, et qui va être aussi en parallèle avec celle-là, où toutes les cellules, les 10 cellules, sont en série. Donc en fait, on a une chaîne de 10 cellules, une deuxième chaîne, une troisième chaîne, on répète pareil, et elles sont en parallèle à ce niveau-là. Ce qui fait qu'au niveau des caractéristiques du panneau, j'ai la même chose que des cellules normales. Parce que je les coupe en deux, donc je produis 2 fois moins de courant, mais je mets deux strings en parallèle. Donc je leur produis 2 fois plus de courant. Voilà. Et puis ça, c'est un petit peu de l'innovation. Je ne vais pas trop en parler, mais c'est des cellules où on maximise, on minimise l'espace entre les deux. Donc elles sont installées un petit peu comme des ardoises. Et du coup, le contact est fait par contact. Ce n'est plus des contacts qui passent dessus-dessous, mais c'est juste superposition, le plus collé au moins. Donc des cellules entières et des cellules coupées. Donc ça, c'est esthétique, mais c'est aussi au niveau de la performance. Ça commence à arriver sur le marché. Et puis, comme pour les modules qui sont reconfigurables, on peut aussi avoir des cellules, comme pour l'interconnexion entre modules reconfigurables, on peut avoir des interconnexions entre cellules aussi qui sont reconfigurables à l'intérieur d'un module. Après, au niveau du coût, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, c'est un exemple mené en simulation d'un panneau de 96 cellules qui sont découpées en 9 blocs, et il y a 27 configurations électriques d'association série parallèle. Donc c'est des contacteurs, des relais qui se ferment ou qui s'ouvrent pour faire les bonnes associations. Donc il y a eu des simulations qui ont été faites. Si l'éclairage est le même sur toutes les cellules, la configuration tout en série, c'est ce qui est programmé, piloté. S'il y a un motif d'ombrage qui est comme ça, du coup c'est plutôt une configuration tout en parallèle. Et puis si le motif d'ombrage est différent, c'est une configuration qui n'existe pas et qui permet d'avoir un petit peu plus de puissance ici qu'une configuration tout en parallèle. Configuration tout en parallèle qu'on n'utilise jamais puisqu'il y a beaucoup trop de courant, comme je l'ai déjà dit. Et donc si on fait une projection d'un panneau sur le toit qui est là,
et qu'on compare ce qu'il produirait, si on avait 6 diodes bypass, donc si on avait fait 6 chaînes avec des diodes bypass en antiparallèle, on obtiendrait ce qui est en jaune. Si je mets 6 blocs qui sont connectés en série parallèle, on obtiendrait ce qui est en bleu. Et puis avec le reconfigurable, on obtient ce qui est en rouge. Donc par rapport aux 6 diodes bypass, on est quand même bien meilleur. Il n'y a pas de problème de gestion de fort courant, comme avec les séries parallèles. Alors, les éléments du système. Le panneau solaire, non, le système, peu importe, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai plusieurs. Il doit être automatiquement connecté à un MPPT, système de suivi du point de puissance maximum, qui est suivi après d'un convertisseur DC-DC. Et ensuite, on ondule. Donc le suivi du point de puissance maximum, c'est pour toujours faire fonctionner son panneau à sa puissance maximale. Mais sa puissance maximale va peut-être être à une tension qui est à 20 volts. Si cette tension de 20 volts, je veux qu'elle serve à charger une batterie de 12 volts, ça ne va pas être possible. Donc je suis obligée de mettre un convertisseur DC-DC pour passer de 20 volts à 12 volts. Et ensuite, si je veux travailler en alternatif, il faut mettre un onduleur. Donc, rapidement, en 2 mots, si je suis sur un système au fil du soleil, je prends le panneau, je le connecte à la pompe, s'il y a du soleil, ça marche. Je n'ai besoin de rien d'autre. Il faut quand même s'assurer que la tension, le VOC du panneau, soit bien supérieure à la tension de fonctionnement de la pompe. S'il y a peu de soleil, la pompe elle va tourner tout doucement. S'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de courant, elle va fonctionner mieux. Mais le panneau, son point de fonctionnement maximum, il est là. Okay, si je regarde la courbe de puissance, il est là. Et si ce point-là, ce n'est pas 12 volts, si 12 volts c'est là, ben je perds quand même pas mal de performance au niveau de mon panneau. Donc du coup, l'intérêt de mettre un suivi du point de puissance maximale qui va polariser toujours le panneau à ce point-là et ensuite convertir en tension, adapter en tension. Donc s'il y a besoin d'augmenter la tension, on va diminuer le courant, parce que ça se fait à puissance constante. Et si on a besoin de diminuer la tension, on va augmenter le courant produit. Donc voilà, avec les mains, comment ça fonctionne? On ne rentre pas dans le détail, mais en fait, il y a un montage, soit abaisseur de tension, soit élévateur de tension. Donc abaisseur de tension, c'est un relais, qui est un interrupteur, qui est commandé par un algorithme de suivi du point de fonctionnement maximum. Il est ici en série pour pouvoir moduler la tension. Si le relais est tout le temps fermé, j'ai la tension totale qui passe et je ne change rien. Si mon relais s'ouvre et se ferme avec un rapport cyclique de 50%, la tension va diminuer de moitié. S'il s'ouvre et se ferme, s'il est ouvert 90% du temps et fermé 10%, la tension va être 1/10. Et le principe est le même ici sur le courant. Et donc du coup, si on diminue le courant, ça fait qu'on va augmenter la tension au niveau du panneau. Donc l'électronique est simple à faire. Le problème après, ça va être de déterminer, de trouver l'algo, comment je sais que je suis au point de puissance maximum. Donc l'algo le plus simple, le plus courant, c'est perturbe un observe. Je mets un rapport cyclique quelconque sur mon interrupteur qui va polariser mon panneau ici. Et puis j'augmente un petit peu le rapport cyclique et je regarde dans quel sens je me balade sur la caractéristique. Si la puissance augmente, alors je continue à augmenter le rapport cyclique. Si la puissance diminue, je change de sens, jusqu'au moment où on est au maximum. Et donc ça prend un petit peu de temps, de trouver le point de puissance maximum, ça prend du temps. Et si on a des situations avec des ombres, on peut se trouver bloqué sur un maximum local. Les systèmes MPPT, ça coûte très peu cher, et la performance, c'est 97-98%, c'est une très bonne performance. Au niveau des onduleurs, alors je ne vais pas en parler, parce que déjà on n'a plus le temps, et puis ce n'est pas mon domaine. Alors juste, aujourd'hui, on a des onduleurs qui ont un rendement très très bon. C'est encore l'élément cher du système photovoltaïque. La durée de vie, c'est quand même largement amélioré. On est plutôt autour de 12 ans de durée de vie. Les rendements, c'est 98-99%. Voilà. Et si on est en milieu urbain,
on peut aussi mettre des micro-onduleurs associés à chacun des panneaux. Comme ça, chaque panneau est autonome et on n'a plus ces problèmes d'éclairement qui ne sont plus uniformes, etc. Voilà, j'avais d'autres choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.